Mouba reçoit ce dimanche le docteur Cheikh Gueye, secrétaire général du QDIS. RFM Dakar, remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes questions de l'heure. Deux intellectuels dans ce studio pour remuer l'actualité de la semaine. Il s'agit de docteur Cheikh Gueye, un habitué de la maison. Bonjour. Bonjour, Alimou. Vous êtes le secrétaire général du QDIS. En face de vous, Khalifa Diagne, il est psychologue conseiller. Bonjour. Bonjour, Alimou. Alors, le premier thème de nos entretiens, l'agression au couteau de la patronne de cette TV, Maïmouna Ndour Faye, malfrat tenté d'attenter à sa vie alors qu'elle venait juste de boucler une émission qu'elle animait la nuit. Elle a été donc poignardée 3 fois devant chez elle. La levée de bouclier, vous l'avez vu, l'onde de choc aussi ressentie partout au Sénégal. Au-delà des condamnations, docteur Cheikh Gueye, ce n'est pas la première fois qu'un journaliste est agressé au Sénégal. Les menaces de mort, on a vu. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette agression-là? Bonjour à Khalifa, donc, qui est mon co-débatteur, et également à tous les auditeurs de la RFM. Je te remercie encore pour l'invitation. Cette agression, à mon avis, est quelque chose de vraiment regrettable. Donc nous la condamnons avec la plus grande énergie parce que elle n'a pas sa place dans un espace social qu'on souhaite apaiser. Elle n'a pas sa place également dans l'espace politique ou médiatique. C'est pour ça que c'est très regrettable. Mais on voyait tout ça venir et ça fait quelques mois, quelques années que nous avertissons sur le caractère très inflammable de la situation au Sénégal. Vous pensez que tout cela est lié à un climat politique délétère? C'est lié à un climat politique délétère qui s'appuie également sur une situation économique et sociale très difficile. On ne s'arrête pas beaucoup là-dessus, on ne parle que de politique, mais pour moi c'est un ensemble d'éléments qui ont généré la crise que nous connaissons actuellement. D'abord, d'un point de vue politique, effectivement, toutes les élections au Sénégal, depuis notre indépendance, ont été jalonnées de violence. C'est presque même une marque de fabrique de la démocratie sénégalaise. Même sous Senghor, Lamine Gueye et autres, c'était compliqué. Des violences cycliques liées aux élections, à des revendications syndicales, à des affaires judiciaires. Tout ce mélange-là nous arrive régulièrement, même si après ce type de crise, on voit émerger des situations plus stables. Donc la succession de la crise, oui. de cycles de situations de crise et de situations stables, de situations plus lumineuses et d'autres plus sombres, ce sont des éléments qui sont des marqueurs importants du modèle de démocratie sénégalais. Et donc une telle, même pour l'agression de journalistes, on peut également dire que c'est un marqueur. À chaque moment de ces cycle de violence, on voit des agressions de journalistes, on voit des arrestations de journalistes, on voit des médias qui sont attaqués. Mais là, apparemment, on est allé loin, on a utilisé le couteau. Bien sûr. On a failli attenter à sa vie. Bien sûr, et ça exprime peut-être là aussi un cran de plus dans cette violence-là. Et également une violence plutôt pérenne. Aujourd'hui, partout dans nos quartiers, dans nos rues, on voit plus d'agressions, on voit plus de drogue, et les gens le vendent maintenant de manière plus assumée, sans faux fuyant. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des indicateurs d'une crise plus profonde, qui touche notamment la jeunesse sénégalaise. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur la société sénégalaise, ce qu'elle en dit. Alors, sous réserve de savoir exactement, Khalifa Diagne, ce qui s'est passé dans l'affaire Maïmouna Ndour Faye, beaucoup pointent la thèse du règlement de compte. Une volonté machiavélique de faire taire une journaliste
qui dérange. Êtes-vous de ceux qui pensent que le mobile du crime ne peut être lié qu'aux activités professionnelles de Maïmouna? Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de la RFM et ensuite de saluer mon co-débatteur, le docteur Cheikh Gueye, que je suis et qui est en train d'avoir un travail intéressant sur le champ public, notamment avec ses contributions dans le cadre du QDIS. Un très bon universitaire. Tous les acteurs qui l'accompagnent, je pense... qui a beaucoup travaillé sur la confrérie Mouride du Reste. Effectivement. La zone de Touba. Et je voulais dire que je pense également à... Cheikh Tidiane Sy, avec qui il travaille, et qui est mon président. Je le disais tout à l'heure en off que leur contribution est importante pour réguler la société sénégalaise. Ceci étant dit, je condamne, comme tous les Sénégalais, l'agression physique qu'on pourrait même assimiler à une tentative d'assassinat de la journaliste Maïmouna Ndour Faye, une journaliste de talent qui, quoi qu'on puisse dire, assume ses positions et fait partie des journalistes dont l'une des émissions phares est parmi les plus suivies, les plus équilibrées aussi. Les plus équilibrées. On a même des difficultés à la taxer d'être d'un bord ou de l'autre. Et cela, je le précise parce que j'ai entendu des gens vouloir justifier cette agression du fait de ces prises de position. Et cela pose le débat de la liberté de la presse au Sénégal. Et il y a la liberté de presse, mais cette liberté de presse ne devrait pas être entendue à un sens sans borne. Parce que quand on parle de liberté de presse au Sénégal, les gens ont tendance à penser que cela qu'on peut tout dire, qu'on peut tout faire. Un blanc-seing pour dire ou faire tout ce que l'on veut, alors que ce n'est pas ça en réalité. Cette agression également, on l'a vu venir. On l'a vu venir parce que ce n'est pas une première. Je suis tout à fait en phase avec le docteur Cheikh Gueye lorsqu'il relate l'histoire politique du Sénégal qui a été jalonnée de cas de violence. Moi, je me rappelle en 2000, à la veille de l'alternance, j'avais assisté à une conférence à l'École nationale de développement sanitaire et social dont le thème portait sur les violences politiques au Sénégal, avec les Moustapha Niasse, Abdoulatif Coulibaly et beaucoup d'autres. Et on se rendait compte à la suite de cette conférence que notre histoire politique a été bizarrement jalonnée de violence. Et je rappelle que même avant l'alternance de 2000, à 20 jours des élections, on ne savait pas ce qu'il allait en advenir. Je me rappelle avoir participé à une marche le 2 février 2000, alors que l'élection était prévue le 27 février. Et à l'époque, le contentieux portait sur les cartes israéliennes. En 2012, rappelez-vous, presque à 24 heures ou 48 heures de l'élection, on ne savait pas si on allait voter ou pas. Obasanjo était venu et il y avait un débat relatif au report de l'élection présidentielle. Donc ça, c'est pour marquer que je suis en phase avec lui sur l'histoire qu'il a relatée concernant la politique au Sénégal. Et souvent, lorsqu'on arrive à un tournant qui nécessite un changement ou bien une transition démocratique, et là, en tant que psychologue, je dirais que les violences s'expliquent par le fait que quand vous gérez un pouvoir ici au Sénégal, vous avez tellement d'avantages, tellement de privilèges. C'est un système qui est bâti avec beaucoup de ramifications, à telle enseigne que ce que vous devez perdre est si énorme que vous et vos proches, vous déployez toutes vos capacités pour ne pas perdre le pouvoir. Et de la même manière, ceux qui convoitent le pouvoir savent les avantages qu'ils auront lorsqu'ils arriveront au pouvoir. Et ces gens également se mettent dans toutes les conditions, dans toutes les dispositions pour pouvoir prendre le pouvoir. Les enjeux sont énormes. Et ce qui fait que les enjeux sont énormes de part et d'autre. Et c'est ce qui fait que il y a des confrontations qui peuvent parfois déborder. Donc c'est ce qu'il faut comprendre.
maintenant, même dans le domaine de la presse, il y a eu des agressions qu'on a notées avant. Rappelez-vous, le saccage des locaux de Walfadjri. Rappelez-vous le saccage des locaux de l'AS et de 24 heures chrono. Sous Abdoulaye Wade. Sous Abdoulaye Wade. Et pour les agressions physiques également, il y a eu des journalistes qui ont été agressés. Parfois, ça peut être le fait des forces de défense et de sécurité. Parfois, ça peut être le fait de personnes qui pensent que le journaliste presse vers un bord qui ne m'est pas favorable et qui pense devoir museler cette personne-là. Parce que il faut dire que quand bien même que nous avons toujours constaté la violence liée à la politique dans nos sociétés, ça a pris une autre ampleur à partir de mars 2021. J'aimerais justement vous entendre sur ça. Quelle est la particularité de ce type de violence en 2024? Si vous me disiez tout à l'heure que c'est un marqueur un peu de la vie politique sénégalaise, j'aimerais que vous nous disiez quelle est la spécificité de ce type de violence qu'on a aujourd'hui. La spécificité, c'est que cette violence-là a été préparée pendant un bout de temps par une violence verbale. La violence, elle est d'abord verbale avant de devenir une violence physique. Avec le truchement des réseaux sociaux, maintenant c'est beaucoup plus facile de prêcher un langage violent, et ce langage violent, dans son paroxysme, va se traduire forcément par un langage, par une violence physique. Parce que la violence, elle est d'abord morale, verbale, avant de migrer pour devenir une violence physique qui est son paroxysme. Et vous de la presse, vous n'avez pas fait attention, mais le processus a démarré bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le tournant qui a déclenché ce processus de violence a commencé lorsqu'il y a eu un certain type de médias qui étaient spécialisés à fabriquer des informations calomnieuses contre des acteurs politiques. Et je vous rappelle que parmi ces journaux, j'avais noté un jour, j'avais noté Khibarou, j'avais noté Le Messager, Il est midi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au début des années 2000. Dans les années 2000, ces journaux avaient comme spécialité de fabriquer des informations et de tirer sur l'adversaire politique, ouais. Et d'utiliser n'importe quel moyen. Et à l'époque, vous n'aviez pas beaucoup fait attention. Qui était après, là. avec l'avènement de l'internet, les gens ont eu la possibilité, certains, d'être loin du pays, d'écrire, de faire des chroniques, de dire ce qu'ils voulaient. Souleymane Jules Diop, ses chroniques depuis le Canada. Et, qui a inspiré. Et cela... Qui a fait des émules. Là. Oui, et cela est devenu beaucoup plus difficile maintenant à gérer dans la mesure où chacun est journaliste maintenant. Et les partis politiques ne font pas attention au fait que, au lieu d'avoir le monopole de leurs orientations stratégiques, de leurs informations, certains partis politiques, peut-être pensant que ce que les gens qui sont dans les réseaux sociaux font les arrange, se laissent emporter, ils laissent faire, ils ne se démarquent pas. Quand on insulte des chefs religieux, vous ne vous démarquez pas. Quand on insulte des personnes, vous ne vous démarquez pas. Quand on diffame, vous ne vous démarquez pas. Et ces gens-là pensent même avoir le contrôle de l'orientation stratégique des partis politiques. Et parfois, ça réussit. Et ce sont ces gens-là, justement, qui sont dans les réseaux sociaux. En mars 2021, moi, j'ai vu des gens dire que Maître El Hadji Diouf habite à tel endroit. Mais quand vous le dites, c'est un appel pour attaquer le domicile de cette personne. Et personne ne disait rien. Et ce sont ces gens-là également qui sont dans les réseaux sociaux qui vont dire qu'Alimou, ils vont mettre votre photo, ils le font aux forces de défense et de sécurité. Et je pense que nous devons développer les moyens, des stratégies pour réguler. On a vu ça hein, dans le cas de Maïmouna Ndour Faye. Avant qu'on ne passe à l'acte, on a vu qu'elle a été ciblée dans les réseaux sociaux. Effectivement. Carrément. Effectivement. On a mis une croix sur elle. C'est comme un fusil à laser. Oui, c'est une situation... Et justement, donc, Cheikh Gueye, je disais que depuis quelque temps, les journalistes sont marqués, tagués. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être s'intéresser davantage à la question pour éviter que quand même cette liberté d'expression s'affaisse au Sénégal? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Oui, effectivement...
une des menaces à la liberté d'expression, c'est l'excès d'expression de liberté. C'est aussi un peu ce que dit Khalifa. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une explosion de l'espace médiatique, un manque de contrôle de toutes les ouvertures de médias. Presque chaque individu est capable d'ouvrir son propre média, d'avoir sa recherche de buzz qui aboutit à des ressources financières. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très dangereux effectivement et qui obère et installe une certaine confusion même dans le respect du principe de liberté du journaliste, etc. Sur ça, il y a quand même beaucoup de choses à éclaircir. Moi, je considère que souvent on taxe les journalistes d'être partials mais ça c'est normal. C'est-à-dire un journaliste, il a aussi une opinion. Quel que soit son métier, qui est de transmettre l'information, le commentaire du journaliste est libre et traduit son opinion. Et on peut évidemment très bien avoir des journalistes qui choisissent de faire un combat de principe, un combat pour la démocratie. Mais il faut l'assumer, hein. Et l'assumer. Et je pense que ce qu'on reproche souvent à ces journalistes-là, pour moi, c'est excessif. Il faut quand même qu'on laisse cette liberté d'expression s'exprimer, parce que ce que les journalistes disent, ça représente également des courants d'opinion dans la société. Et la société, elle est plurielle, elle est diverse. Et dès que, justement, cette polarisation qu'on connaît actuellement, avec une sorte de dualité, on est pour, contre, c'est binaire. C'est ça le principal danger d'une société. C'est-à-dire quand tout est jugé selon l'appartenance à tel camp ou à un autre. Ça accentue la radicalisation. Ça accentue l'extrémisme, ça accentue des postures justement verbales violentes, des postures symboliques aussi violentes, mais aussi des postures physiques violentes. Et tout ça constitue des éléments qui démontrent les pathologies de la société sénégalaise en général et de la démocratie par laquelle on essaie de la faire fonctionner. On aura l'occasion vraiment d'insister sur ce point. Mais sur l'agression toujours à Khalifa Diagne, on a entendu les acteurs politiques vraiment regretter l'acte, condamné. L'enquête avance à grands pas. La section de recherche de la gendarmerie a hérité du dossier pour plus de diligence, on dira. Mais il se trouve à Khalifa Diagne, avec le recul, qu'on ne peut vraiment pas dire qu'on ne savait pas. Parce que ça a été préparé, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que l'État du Sénégal n'a pas été défaillant, comme le dit carrément Madiambal Diagne? Je n'irai pas jusqu'à dire que l'État du Sénégal a été défaillant, parce que personne d'entre nous ne pouvait prévoir qu'après cette émission, la journaliste Maïmouna Ndour Faye allait faire l'objet d'une agression. Parce que en matière de sécurité, il y a la sécurité publique, mais également il appartient aux organes de presse, face à certaines situations, de prendre toutes leurs dispositions pour assurer la sécurité de leur personnel. Des biens qui se trouvent même au niveau de leur entreprise de presse. Mais l'État également peut avoir les informations qu'il faut et prendre certaines dispositions pour protéger les citoyens. Pour le cas de Maïmouna Ndour Faye, ça pouvait être très très difficile, délicat. Je ne pense même... On ne pouvait pas mettre un policier derrière? Je ne pense pas qu'elle aurait accepté d'être protégée par l'État. Parce que bon, cela pourrait accréditer davantage certaines thèses qui lui sont hostiles. Donc c'est très très difficile. Mais maintenant, ce que l'État peut faire en termes de prévention, et ça l'État ne peut pas le faire seul sans le soutien des journalistes, c'est d'abord de faire comprendre à la presse que liberté d'expression, liberté de presse ne veut pas dire libertinage, ne veut pas dire une caution pour pouvoir dire tout ce que l'on veut. Et je dis que l'État ne peut pas le faire sans les journalistes, parce que les journalistes également, il y a beaucoup de professions qui se sont autorégulées.
la profession des avocats et d'autres, les médecins. Là-bas, hein? Mais là, mais il y a des ordres. À ce niveau, il y a des problèmes. Dans ce pays, au début, le journalisme était un métier bien réglementé. N'importe qui n'accédait pas au métier de journaliste. Pour faire le concours de CESTI à l'époque, il fallait, dans les épreuves, avoir une très grande culture générale. Et c'était pas par hasard qu'on demandait une culture générale, parce que c'est la culture générale qui vous permet d'apprécier, qui vous permet d'avoir une intelligence situationnelle. Jusque-là, dans les concours avoir du CESTI, il y a cette épreuve. Mais le CESTI n'a plus le monopole de la formation des journalistes. Ça, oui. Pour moi, au niveau du CESTI, jusqu'à présent, la formation est bonne. Mais malheureusement, le CESTI n'a plus le monopole de la formation des journalistes. Et beaucoup de journalistes sont réfractaires, ne comprennent même pas ce que c'est que la liberté de presse. Parce que pour eux, la liberté de presse, vos confrères qui sont au niveau du CORED ont des difficultés pour réguler. Ont des difficultés. Leurs sanctions parfois sont contestées. Et parfois, on essaie de vous tenir en respect par le fait que si vous sanctionnez un journaliste qui parle de certaines choses, on peut vous tenir en respect en vous menaçant d'être taxé de rouler pour le bord du pouvoir. Et ça, on le fait même à la société civile. Et c'est ce qui aboutit à une classification bipolaire, binaire. Soit vous êtes de tel côté ou vous êtes de l'autre côté. Mais même lorsque la personne est perçue comme étant une personne neutre, elle est qualifiée de neutre et on le met du côté du pouvoir avec des attaques injustifiées. Alors, je disais qu'il vous appartient, vous autres journalistes, de vous organiser pour définir de façon claire avec vos confrères et consoeurs qu'est-ce que c'est que la liberté de presse avec les bornes que cela nécessite, mais également de vous organiser avec l'État pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens qui exercent dans le monde de la presse. Parce qu'il y a un domaine qui concerne l'État, notamment lorsque vous devez intervenir sur le terrain. Je pense à l'action des forces de défense et de sécurité à l'endroit des journalistes. Tout ça doit être revu. Mais pour moi, les organes que vous avez mis en place, certes c'est bon, c'est des avancées significatives, mais ces organes n'ont pas encore suffisamment de force et de légitimité. Et ce sont des organes qui sont contestés sur les plateaux de télé. Et aussi, il faut que les journalistes comprennent et fassent comprendre aux populations. Parce que parfois, un journaliste peut être attaqué du fait de commentaires faits par un autre confrère dans une autre émission. Ça également, il faut le dire. Et enfin, choisir les personnes qui interviennent. Mais maintenant, tout le monde est chroniqueur. Tout le monde peut intervenir sur un plateau télé. Tout le monde peut intervenir à une émission radio. Non. Il y a certaines personnes qui n'ont pas... Et pourtant, ils parlent sur les réseaux sociaux. Hein? Pourquoi ils parlent sur les réseaux sociaux. Je viens de dire que même pour les réseaux sociaux... Il faut les contenir là-bas. Il faut réglementer. Non. Ça aussi, c'est ce que je disais. La liberté d'expression, la liberté de presse ne veut pas dire la démocratie, parce que nous, notre problème, c'est que nous avons une mauvaise conception et de la démocratie, qui consiste à penser qu'on peut dire et faire tout ce que l'on veut, librement, sans borne. On a une mauvaise perception de la liberté d'expression, qui consiste à penser qu'on peut dire tout ce que l'on veut sur les individus. On peut diffamer, calomnier, insulter, sans que rien ne nous arrive. Non, c'est pas ça. Même ceux qui ont créé ces instruments ont mis en place des systèmes de régulation et il nous faut aller vers ça. D'accord. Alors, docteur Chegueye, une question pour vous. On va évoluer un peu. Qu'est-ce que cette violence dit de notre société, la société sénégalaise? Est-ce qu'elle est devenue moins tolérante, plus clivée, alors même que le pluralisme, on dira, médiatique et politique, il existe au Sénégal depuis belle lurette. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-on devenu une société moins tolérante? Certainement. Mais si on doit avoir un regard plus longitudinal et aussi avec un peu plus de profondeur historique, on voit que la politique au Sénégal est née avec justement cet aspect clivant, cet aspect conflictuel. Et
à côté des partis, il y a toujours eu des factions qui ont toujours porté de la violence. Chaque parti politique au Sénégal a toujours eu son groupe violent. Donc, si on le relie à la politique, évidemment, malheureusement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Okay. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. C'est d'abord le contexte de la révolution numérique. Arrivée des médias sociaux. On ne l'a pas vu venir. Dans nous, il y a 20 ans, avec Momar Koumba Diop, on avait fait un ouvrage qui s'appelle « Le Sénégal à l'heure de l'information ». Un universitaire. Avec la contribution de Latif Coulibaly, beaucoup d'autres. Et on montrait déjà qu'il y avait des mutations que devrait affronter la société sénégalaise dans cette révolution-là. C'est vrai, à l'origine, nous sommes une société en réseau, une société de liens. Mais les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, casser ces liens. Devraient contribuer à renforcer ces liens. Mais à côté, ils ont plutôt contribué à justement distendre ces liens-là. Et ça, nous ne l'avons pas pris en compte dans nos familles, dans nos espaces d'initiation, dans nos écoles. Il n'y a nulle part où on éduque à utiliser le numérique de manière positive. Et ça, c'est un défi très important. Peut-être qu'on en reparlera plus tard avec donc les programmes des candidats, etc. Ça, c'est très important. L'autre élément important et qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que les aspects sociétaux ne sont pas pris en compte dans les débats politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand j'ai regardé les programmes des candidats qui ont déjà été publiés, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de souveraineté, mais on ne parle jamais du Sénégalais, de son comportement, des choses à faire pour refonder la famille, le citoyen, pour reconstruire le citoyen, ouais. Pour redonner une identité positive aux citoyens sénégalais. Ça sont des débats qui me paraissent centraux. Vous voulez nous dire, vous voulez nous dire que le Sénégalais est en train de perdre un peu cette identité oui, à mon avis, dans notre récit national, on a toujours, et moi je suis assez d'accord avec ça, que le Sénégalais c'est un pacifique. C'est un pacifiste. Ah ouais, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a souvent. Voilà, et je dis souvent que le premier parti au Sénégal, c'est le parti de la paix. Donc les gens aiment la paix. Mais, à côté, nous avons également le deuxième parti, c'est le parti qui n'aime pas l'oppression. Ça, c'est dans notre sang. Mais, ce qu'il faut rajouter là-dessus, c'est que tout ça est en train de bouger. Parce que nous avons raté toute une génération en termes d'éducation, en termes de construction du citoyen, en termes oui, aussi en termes de spiritualité. Parce qu'un des éléments qui faisait que le Sénégalais soit une personnalité pacifique, c'est aussi notre spiritualité. Mais on vous dit que le Sénégal, c'est à 95% de musulmans, et l'islam soufi, confrérique. Oui. Mais souvent, avec peut-être une pratique islamique assez superficielle, et ce qui fait que souvent on est beaucoup pratiquants, mais on est peut-être des mauvais musulmans en profondeur. Et ça, c'est effectivement, quand tu vas à la mosquée, la mosquée est pleine, et c'est en même temps ceux qui sont dans la mosquée, quand ils sortent, ils ont des comportements qui n'ont rien à voir avec le comportement d'un musulman ou d'un croyant. Parce que ces comportements-là, c'est, en fait, je dirais même que même notre morale, la morale, le lieu d'émission de notre morale en tant que Sénégalais, c'est le religieux. Et dans l'espace public, on exclut le religieux, on le confine aux aspects justement de régulation, etc. Pour moi, c'est un ensemble de choses comme ça qui font que la société sénégalaise, de point de vue politique, est également en crise. Et pour moi, c'est sur ces aspects
qu'il va falloir refonder notre pays. On parle beaucoup de refonder nos institutions, mais avant de refonder les institutions, il faut d'abord refonder les comportements. On a une démocratie, ou une démocrature, comme on dit, mais on n'a pas de démocrate. C'est pas un hasard si à chaque fois, de manière cyclique, on a des comportements de nos leaders. Dès qu'ils prennent le pouvoir, quelques années après, ils oublient toutes leurs convictions. Ça dévie. Et ces jours-ci, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas mettre à la présidence, ou en tout cas dans certains lieux de pouvoir, des cellules VAR pour rappeler aux gens les engagements qu'ils ont pris, les déclarations, sur les réseaux sociaux. les déclarations qu'ils ont faites avant, parce que ça aurait pu aider à garder le fil de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont cru, de ce qu'ils ont vendu dans leur marketing politique pour être élus. Et ça aurait certainement eu des impacts sur leur comportement. Mais globalement, je pense qu'on a besoin de s'arrêter. À la suite d'une élection comme ça, quelles que soient les conditions par lesquelles cette élection va se dérouler, après ça, on aura besoin d'une période où on s'arrête, où on refonde notre société. Alors, donc, refonder la société, oui. Pour moi, par des mécanismes sur lesquels tout le monde pourrait se mettre d'accord. D'abord, retrouver une vraie constituante pour refaire notre constitution sur la base de nos propres principes et de nos propres valeurs. Je pense que un des grands conflits souterrains, c'est que beaucoup ne connaissent pas notre constitution et de toute manière peu s'y reconnaissent. Donc, il faut refonder notre constitution en ayant une nouvelle constituante qui réfléchit. Et pour moi, malheureusement, tous les dialogues que nous avons eus ces dernières années ont été trop politiciens, théâtrales, etc. Mais on n'a pas eu une vraie réflexion sur nos institutions. Et même les assises nationales dont on parle aujourd'hui, les gens signent encore des chartes, etc. Je pense qu'elles ont besoin d'être réactualisées. Parce qu'il y a 15 ans... C'était vers 2008, 2009, voilà. On a basculé vers autre chose, vers une autre société. Tu vois, donc, il y a énormément de choses à faire si on veut. Et même sur ça, je suis encore optimiste. Retrouver une société où on n'a plus ce type de conflit cyclique politique qui génère de la violence, qui nous installe dans des situations comme celle qu'on vient de connaître. C'est de ça qu'il faut sortir. Le principal défi de la société sénégalaise et de sa démocratie, c'est que ça soit justement le pacifisme là qui marque la marche de la démocratie. Que ça soit plus aussi conflictuel, aussi violent que ce qu'on a connu ces dernières années. Alors, et qu'on ait une période comme ça de 20 ans, 30 ans sans ce type de conflit. Ça, c'est le principal défi de la société sénégalaise. Alors donc, vous avez entendu Khalifa Diagne plutôt. La famille sénégalaise est en crise, les ressorts sont cassés. Une bonne partie de cette société-là, elle est jeune. Alors, comment refonder des liens? Comment resocialiser aujourd'hui ces jeunes-là qui sont partis dans le décor? Je suis très heureux d'entendre le docteur Cheikh Gueye mettre l'accent sur cette question fondamentale relative à la préoccupation que nous devons avoir désormais sur l'homme et la société. Je le dis depuis plusieurs années, actuellement le Sénégal, son défi, c'est de fabriquer des citoyens et une société capable de prévenir ces crises que nous avons vécues ces dernières années. Au Sénégal, il y a des ressources humaines de qualité. Nous avons des ingénieurs, des médecins. Fabriquer des infrastructures, c'est désormais à notre portée. Mais on continue de mettre l'accent toujours sur le béton,
le ciment et le goudron, en oubliant le citoyen. Or, c'est le citoyen qui fait le développement. Ce n'est pas le développement qui fait le citoyen. Ou bien, si on pense que nous devons mettre le curseur sur le développement, la construction des infrastructures et autres, en oubliant le citoyen et la société, nous ne vivrons pas en paix. Nous serons constamment en crise et nous risquons même de perdre ces infrastructures aussi. Oui. De perdre ces infrastructures. Ces infrastructures vont tout simplement être détruites. C'est la raison pour laquelle il faut mettre l'accent à ce niveau. Comment? En retournant aux déterminants de la personnalité d'abord, aux instances telles que l'école et les daara, parce que là aussi, c'est une question importante que les gens oublient. Oui. Alimou, docteur, chaque matin, nous voyons à Dakar beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. En amenant nos enfants à l'école, nous les voyons en train de mendier un peu partout dans les rues. Ils sont dans des daara un peu partout. On ne s'en occupe pas. Et ça, c'est un phénomène moins visible à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Tout à fait. À Touba, à Tivaouane, au Fouta, etc. Vous allez voir des centaines de daara où sont formés plusieurs jeunes. Et ces jeunes qui seront à la porte de l'emploi sont exclus du système pour pouvoir demain prétendre à occuper des emplois. Mais ces jeunes arrivés à l'âge de se réaliser, vous pensez qu'ils ne vont pas être frustrés? Ils sont dans la société, ils sont là, ils voient qu'il y a un autre système qui a fabriqué un citoyen à part, avec des privilèges, avec des avantages, eux qu'ils n'ont pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de prendre en compte cette donne. Absolument. En faisant de sorte que ces jeunes-là aient la même chance que n'importe quel jeune qui choisit une autre voie. C'est-à-dire l'école. Mais comment concrètement, comment les resocialiser? On sait que beaucoup ne sont plus dans l'espace scolaire, ils sont dans la rue, il y en a qui essaient de faire un peu de petits métiers. On parle de resocialisation. Comment On parle de resocialisation lorsqu'ils sont en marge de la société, lorsqu'ils sont devenus jeunes, adultes, etc. Mais là, je parlais de leur socialisation, du processus qui les mène à avoir un comportement de citoyen et à pouvoir, comme n'importe quel citoyen sénégalais. En quoi faisant ces gens qui sont dans la rue, ceux qui essaient de faire de petits métiers à Dakar, comment y arriver? Nous avons proposé d'ailleurs comme mémorandum pour les candidats, il y a juste un mois, qu'il y ait un plan spécial pour les daara de 5 à 6 ans, avec des investissements massifs, presque un plan Marshall, pour relever le niveau des daara du point de vue de leur confort, du point de vue de leur programme, du point de vue de leur organisation. Parce que justement, tous ces daara sont très mal logés. Les enfants sont très mal entretenus. Ce sont des gens qui le font presque gratuitement. Est-ce qu'on peut faire un système éducatif gratuitement avec des gens? C'est pas possible. Donc, ce programme-là, l'argent dans l'école, comme on met de l'argent dans l'école, on doit également mettre. Et ça, justement, c'est un système pour lequel le citoyen peut contribuer. Il y a les gens qui donnent leur zakat, d'autres qui donnent qui font des waqf, d'autres. Donc, les gens ont envie de contribuer au financement même de ce système éducatif. Et il y a beaucoup d'autres mécanismes par lesquels on pourrait financer ça. C'est pas seulement de la poche de l'État. Donc, pour moi, la réponse à ta question, c'est un investissement massif pour redonner aux daara un rôle très important dans la socialisation du Sénégalais et même voir le contenu de leur programme, leur curricula, etc., pour l'emboîter et le conformer au système éducatif officiel. Tout ça, ça donnerait une société sénégalaise qui ne soit pas une société de confrontation, parce qu'effectivement, comme il le dit, nous avons une école des citoyens formés d'une certaine manière et un système éducatif non reconnu. Pardon, bon, maintenant, il y a des progrès quand même. Faut pas dire non reconnu. Il y a une reconnaissance, il y a une direction des daara, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même sous Macky Sall. Ça, il faut le reconnaître. Et
Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Des citoyens qui ne se parlent pas, qui... Voilà, et donc ça donne une société de confrontation. Si on avait eu le temps, j'aurais pu entrer beaucoup plus dans le détail sur pourquoi aujourd'hui cette catégorie de personnes qui ont été dans les daara, mais n'a plus rien à envier aux autres, parce qu'ils sont aussi dans la révolution numérique. Ils sont dans les mêmes flux d'informations. Tout le monde a un portable. Tout le monde est sur Internet. Maintenant, tout le monde a les mêmes chances. A les mêmes chances. Et ça permet effectivement de ressouder la société sénégalaise. Ça fait au moins 20 ans que j'écris, que je dis que la principale ligne de rupture de la société sénégalaise, c'est celle-là. C'est-à-dire les gens qui sont issus des daara et les gens qui sont issus de l'école. Mais en dehors de cette ligne de rupture-là, il y en a d'autres. Il y a le fait que beaucoup d'élèves qui entrent dans le système éducatif officiel sortent très vite et sont perdus par le système. Donc on ne les voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Parmi eux, beaucoup de garçons. Parmi eux, beaucoup de garçons. C'est eux qui alimentent l'immigration clandestine. Pas se leurrer, ce sont eux qui remplissent les stades lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours. Parce qu'ils sont au chômage. Ne l'oublions pas, de manière officielle, d'après le rapport national du développement humain 2021, 37,9% de la jeunesse sénégalaise active n'a ni emploi, ni formation, ni éducation. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est une bombe. Oui, c'est ça. Et en même temps, ce sont des gens qui essayent, qui ont la volonté, qui veulent faire des choses. Et ça peut aussi également être un moteur. Dans tous les cas, une bombe a toujours un moteur. Donc, soit il sert à quelque chose de bien, soit il sert à quelque chose de mauvais. Et pour moi, la violence qu'on connaît aujourd'hui, les agressions, l'explosion de la drogue, de toutes les drogues, c'est aussi lié à ça. Les gens sont dans l'oisivité, ne savent pas, ne peuvent pas s'occuper, et finalement, ils cherchent à survivre. Et c'est pour ça que, et c'est sur ce lit-là, avec aussi d'autres éléments, peut-être ce qui se passe dans la sous-région, le développement d'un souverainisme nouveau, le rejet de l'autre. Dégage dans tout ça. Les vagues populistes. Vagues populistes, c'est cela. Bon, je l'appellerai pas populiste, mais parce que je considère que ça beaucoup aussi, de nationalisme aussi. Bon, beaucoup de nationalisme. Tout ça sont des éléments qui, en tout cas des ingrédients qui alimentent la crise que nous connaissons actuellement, et qui nous incitent justement à cette période de refondation. D'accord. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on va avoir, dans tous les cas, quel que soit le président qui va être élu, une période de transition, de réconciliation nationale, pour recoudre le tissu national, avant de penser même à des grands projets pour le développement, ou au pétrole ou au gaz. Cette fameuse nouvelle utopie pour la société sénégalaise. Alors donc, Khalifa Diagne, Macky Sall avec son projet de loi, on attend de voir ce que cela va donner à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Amnistie des faits politiques, mars 2021 à juin 2024, la société là aussi, elle est polarisée. Oui, avant de répondre sur la question concernant l'amnistie, je voudrais rapidement revenir en quelques secondes, oui. Pour arriver à avoir des citoyens dans notre société. Il faudra, vous savez, à l'école, comme dans les daara, il y a 3 savoirs qu'on donne. Il y a les savoirs en termes de connaissances théoriques, les savoir-faire en termes de connaissances pratiques et les savoir-être. Il faut faire de sorte que dans les programmes, que l'élève soit à l'école du système moderne ou bien à l'école coranique, que les mêmes enseignements soient donnés aux enfants et aux jeunes en termes de savoir-être. Pour que demain, lorsqu'ils auront tous un certain âge et qu'ils se retrouveront quelque part dans la société sénégalaise, qu'ils sauront que voilà ce que qu'on nous a enseigné en termes de comportement à adopter dans telle situation. Donc il faudra harmoniser. Pour revenir sur la loi d'amnistie, moi je suis foncièrement contre une loi d'amnistie systématique. Pourquoi je le dis? En tenant compte de ce qui s'est passé dans ce pays de mars 2021 à maintenant, nous avons vu qu'il y a des faits, quand même, qui ne méritent pas
d'être amnistiés, dont les auteurs, pour être plus précis, ne méritent pas d'amnistie. D'autant qu'on a entendu certains, dire qu'ils n'ont rien fait. Il y a certains qui méritent d'être amnistiés. Mais il ne faut pas que ça soit pas dans le repentir. Une amnistie générale. Ceux qui ont brûlé l'université, il doit y avoir une enquête pour les identifier et également pour les punir à la hauteur de leur forfait. Ceux qui ont commis l'attentat dans le bus. Yara. Et en dehors de ces personnes-là, à Limou, en temps de paix, ici au Sénégal, nous savons tous qu'il y a des gens qui font des attaques à main armée, qui sont des agresseurs, qui tuent, qui font des crimes, qui commettent des crimes. Vous pensez que ces gens-là, en période, lorsqu'il y a eu les troubles, ces gens-là étaient restés tranquilles chez eux. Mais ces gens profitent des manifestations et prennent part. Et peut-être ont eu à commettre beaucoup de forfaits graves. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis, il faut faire attention. Le président dit c'est au nom de la réconciliation nationale. Oui, l'amnistie est faite pour ça. L'amnistie, la grâce, c'est des instruments mis entre les mains des gouvernants pour pouvoir prendre certaines décisions allant dans le sens d'apaiser, de pardonner, de resocialiser. C'est pourquoi on les a mis dans les textes. Il n'y a aucun problème à ce niveau du point de vue de leur justification philosophique, juridique et autres. Mais ça ne doit pas être utilisé comme étant un instrument politique qui va demain engendrer des conséquences beaucoup plus graves dans la société sénégalaise. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faudra voir qui il faudra amnistier, qui va en bénéficier, etc. Et les faits qui entreront dans cette amnistie. Nous avons un devoir de mémoire. Il y a des faits que nous devons éclairer. Non seulement pour notre génération, mais également pour les générations futures. Nous devons essayer de savoir qui sont les auteurs des saccages et des incendies à l'université. Savoir avant de pardonner. Ils les avaient fait. Et il y a certains qui ont été des victimes. Il y a certaines victimes qui, pour les soulager, ont besoin que leur bourreau soit identifié. Vérité et réconciliation. Pas dans le sens d'une vengeance, parce que la justice, ce n'est pas la vengeance, c'est ça. Mais au moins qu'on puisse savoir, du point de vue psychologique, il y a des gens, si vous leur portez du tort, ce qui peut les soulager, c'est qu'on puisse identifier les auteurs qui les ont portés du tort, et après ils peuvent pardonner. Mais si vous effacez de façon systématique, ils peuvent rester avec leur traumatisme et ils peuvent ruminer au fond d'eux un sentiment d'injustice, et cela peut être dommageable plus tard pour la société. C'est la raison pour laquelle, pour cette question d'amnistie, moi je voudrais que les gens soient gardés. Dernière question, est-ce que vous, chez Gueye, vous sentez que ceux qui peut-être devraient être amnistiés, on le dit entre guillemets, le méritent cette repentance? Est-ce que vous avez senti que pour moi, cette repentance... c'est presque un débat dépassé. Parce que, quoi qu'il en soit, ils vont faire l'amnistie. Ah bon? Oui. Mais il n'y a plus de débat. C'est-à-dire le président de la République a décidé. C'est passé un projet de loi. C'est passé un projet de loi. Il va être voté à l'Assemblée nationale. Et les morts, les blessés vont passer par perte et profit. Malheureusement, on a raté justement l'enquête qui devait être faite après mars 2021, après les événements de 2021 et aussi après la période de 2023. C'est là qu'il aurait fallu tout de suite faire des enquêtes, voir qui a tué qui, quels sont les gens qui ont eu ces fusils pour tirer sur les jeunes, quels sont les gens qui ont attaqué les bus, qui ont attaqué l'université, les magasins, tout ça. Maintenant, à mon avis, ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus à débattre là-dessus parce que le président de la République a déjà pris la décision. Ce qu'il faut faire, c'est trouver peut-être d'autres mécanismes de soins, d'autres mécanismes pour corriger, justement, en tout cas, au moins apaiser les victimes et aussi tout faire pour qu'on ne soit plus dans ce genre de situation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réconciliation. La réconciliation nationale, c'est pas maintenant. Là, c'est l'heure de la compétition. De toute manière, on va aller vers des élections.
tout le monde peut interpréter le sens de l'amnistie. Et on vous dira chez Gueye que Senghor l'a fait. Oui, voilà. Et on peut même dire encore une fois aussi que ça constitue l'un des marqueurs du cycle que j'ai décrit au début de ce débat. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu ces violences extrêmes, après on a fait des amnisties. Et les gens, ceux qui sont morts et tout ça sont... Ça n'a pas servi à grand-chose, vous voulez dire. Si on ne s'assoit pas, par la suite, même après l'amnistie, pour construire des mécanismes par lesquels on évite des cycles de violence dans l'espace politique, que la démocratie continue à être marquée justement par la confrontation cyclique, on aura toujours besoin de cette amnistie pour retrouver le calme. Et malheureusement, évidemment, les perdants sont les jeunes qui, dans ces manifestations, qui vont de manière innocente et qui reçoivent des balles ou qui sont tués. Ça, c'est malheureusement très douloureux à dire, mais c'est peut-être trop tard. Et c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu d'enquête. Parce que ces enquêtes ont été annoncées par le gouvernement. Mais là aussi, ils ont quand même, il faut le dire, fait du dilatoire jusqu'à ce qu'on arrive à la période actuelle qui, effectivement, demande une sorte de catharsis de la société sénégalaise, d'introspection. C'est une période qui va être favorable pour ça. Je le rappelle, l'année dernière, en ce moment, juste dans cette période, j'ai fait le grand jury avec Georges et on se disait, oui, entre le carême, le ramadan, donc l'introspection, le pardon, etc. C'est favorable. C'est favorable à ce type de mécanisme qui peut effectivement nous faire sortir de la crise par l'élection et également, et après, vraiment, nous retrouver entre Sénégalais pour repenser notre contrat social, pour refaire nos institutions, pour construire des réformes consensuelles, profondes, pour une stabilisation de notre pays. Dans le contexte régional et sous-régional, il me semble que ce serait déjà un exploit que de ne pas aller beaucoup plus profondément dans une crise avant de refonder notre pays. Voilà, merci beaucoup, Cheikh Gueye. Très bien résumé, très belle conclusion. Alors.